ce soir, c'est Jean Garel et la physique quantique, thérapie quantique, machin quantique, on en parle beaucoup. Donc l'idée, c'est de lever un peu les voiles sur ce sujet-là, de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit et quelles sont les dimensions subtiles auxquelles ça fait référence. Donc Jean, vous pourrez trouver son livre, si vous le souhaitez, qui est en vente voilà, à 15 €, et puis il vous le dédicacera bien volontiers à la fin de sa conférence. Voilà, merci à tous. Bien, alors physique quantique et conscience, je vous disais tout à l'heure que ça paraissait très lointain, l'un de l'autre, mais en fait non, vous allez voir, c'est très rapproché. Voilà. Alors j'aime bien commencer toutes mes conférences par un préambule. Ce que je vais échanger avec vous ce soir, c'est le fruit de mes recherches et de mes expériences. Mais est-ce à dire que c'est la vérité? Probablement non. Parce que plus je réfléchis à ce que peut être la réalité du monde, et plus je découvre que je suis loin d'avoir tout compris. Et donc, il faut être humble. Alors peut-être pour me présenter rapidement, je m'appelle Jean Garel, j'ai maintenant 82 ans, je suis à la retraite. Et j'ai fait une carrière, un background d'abord de scientifique. J'ai fait des études d'ingénieur et puis après des mathématiques. Et j'ai notamment aussi travaillé au CERN à Genève où je me suis un peu initié à toutes ces choses-là. J'en parlerai. Voilà. Et alors, j'aimerais aussi, dans ce prélude, vous dire pourquoi je me suis intéressé à ces sujets que sont la science et la conscience. Eh bien, d'abord, j'ai vécu en fait 3 événements qui ont jalonné ma vie dans ce domaine. Le premier, c'est j'étais enfant unique, j'étais en train de jouer dans mon jardin et tout d'un coup, brusquement, j'ai fait ce que j'ai appris plus tard que c'était une sortie spontanée du corps. Donc vous imaginez un peu le traumatisme à 10 ans de me trouver comme ça tétanisé et avec une parfaite conviction que je n'étais pas ce corps physique, mais que j'étais quelque chose d'immatériel, qui était à la fois dedans, dehors, partout, et que j'étais cette chose-là, que je n'étais pas mon corps physique, j'étais cette chose-là. Et donc j'ai passé après toute ma vie à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé ce jour-là, et à répondre à la question qui m'était venue enfant, qu'est-ce que je suis ? Pas qui je suis, mais qu'est-ce que je suis ? Quelle matière je suis ? Puisque je n'étais pas un corps physique. Alors le deuxième événement de ma vie, c'est un peu plus tard, quand j'ai fini mes études d'ingénieur, je suis rentré au CERN, Genève, et là, j'ai côtoyé les physiciens nucléaires et les physiciens quantiques. Et c'est eux qui m'ont apporté la première réponse à ma question. Qu'est-ce que je suis ? Parce qu'ils m'ont parlé de leurs travaux, et notamment, c'était dans les années 70, donc il n'y avait pas toutes les découvertes qu'on a fait depuis, mais ils commençaient à voir ce qu'ils appellent la théorie des cordes, et donc la conviction que, à côté ou parallèlement à notre monde physique dans lequel nous vivons, il y aurait un monde d'énergie vibratoire qui serait associé à notre monde. Et donc pour moi, ça a fait tilt, parce que j'ai dit, ce truc qui est sorti de moi, là où j'avais l'impression d'être quelque chose d'immatériel, ça doit être ce qui me raconte là, ces vibrations dont il parle. Donc c'était un premier eureka qui arrivait dans ma tête. Bon, alors après, des événements se sont enchaînés dans ma vie, où toujours très curieux, je cherchais à comprendre un peu tout. Et puis finalement, à 50 ans, j'ai découvert l'Institut Monroe aux États-Unis. Alors pour en dire 2 mots rapidement, Monroe, en 1974, c'est un monsieur qui a fait une sortie du corps spontanée, comme moi enfant, et qui a voulu comprendre ce qui s'était passé. Et comme il était riche, il a vendu tous ses biens, il a monté une fondation, il a recruté des neurophysiciens, des acousticiens, des informaticiens, et il a fait venir les maîtres yoga d'Inde, en leur disant, il leur a truffé le cerveau de la tête de capteurs, et il leur a dit, faites-moi des expansions de conscience et des sorties du corps comme vous savez faire, et moi je vais enregistrer ce qui se passe dans le cerveau. Et il a découvert que quand ce maître yogi était en expansion de conscience,
les deux cerveaux gauche et droit ne fonctionnaient plus à la même fréquence. Et que la différence de fréquence provoquait un harmonique, ce qu'on appelle un harmonique, qui propulsait vers cette expansion de conscience. Alors il a fait ce qu'on appelle en anglais du reverse engineering, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, donc on va faire fonctionner les deux cerveaux différemment avec cette différence de fréquence, avec des ondes, avec des sons, et on va provoquer l'harmonique. Et ça a marché. Donc depuis l'Institut, depuis 40 ans, l'Institut, et maintenant 50 ans, l'Institut organise des stages pour permettre aux gens comme moi, curieux de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, de venir explorer leur moi intérieur, ce que j'appelle leur moi intérieur. Et des stages, j'en ai fait beaucoup là-bas, plusieurs, avec encore des sorties du corps, alors là, contrôlées et non plus spontanées, qui m'ont permis d'explorer un peu ce moi intérieur. Voilà, alors j'ai prévu deux parties. Une première partie, je vais vous expliquer très simplement les principes de physique quantique, et surtout en insistant uniquement sur essentiellement deux, qui vont vraiment être en liaison avec la conscience. Alors d'abord, je voudrais vous donner la définition de la physique quantique qu'on a donnée Max Planck, qui est un des fondateurs de la physique quantique. Et vous allez voir, ça commence à être très intéressant dès le début. Toute matière provient d'une force et n'existe que par celle-ci. Nous devons présumer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent qui est la matrice de toute matière. Je crois qu'on ne peut pas être plus précis que ce qu'il a dit en 1918. Alors, pour d'abord positionner la physique quantique parmi la science en général, on va dire qu'il y a une physique que nous connaissons tous, c'est celle qu'on a appris au lycée, qui est la physique newtonienne, qui explique en fait les lois de notre monde dans lequel nous vivons. Les lois de la physique dans lesquelles c'est la fameuse pomme de Newton qui tombe et qui explique la gravité. Et puis il y a l'astrophysique et la cosmologie qui est la science qui étudie l'univers observable, c'est-à-dire les galaxies, les soleils, les systèmes solaires, les planètes, les exoplanètes, etc. Et puis, il y a la physique nucléaire, celle que j'ai connue au CERN, qui étudie la structure de la matière, c'est-à-dire les particules subatomiques qui constituent la matière et comment la matière fonctionne et se structure. Et puis, il y a la physique quantique qui, elle, travaille et étudie les principes du monde subatomique, c'est-à-dire vraiment des particules les plus basses dans la hiérarchie et celles qui sont vraiment les constituants de la matière. Mais cette physique quantique aujourd'hui est tellement riche et progresse à une telle vitesse qu'elle est en train de déborder sur les autres physiques et de les compléter, si vous voulez, ou de leur apporter des compléments d'information et des compléments d'explication surtout. Par exemple, avec la physique nucléaire, la physique quantique permet d'unifier les 4 forces fondamentales de l'univers. On verra qu'elle n'est pas tout à fait au bout du chemin, mais enfin, il travaille là-dessus. Vis-à-vis de l'astrophysique, la physique quantique apporte ce qu'on appelle la gravitation quantique, qui est en train de remettre en question même le Big Bang. C'est vous dire. Et on a en France un astrophysicien qui est très célèbre, qui est un des meilleurs du monde, avec plusieurs autres, que vous devez connaître non pas pour ses travaux en physique quantique, mais pour son militantisme écologique, c'est Aurélien Barraud. Et puis, la physique quantique est en train de travailler sur une théorie unifiée du tout, c'est-à-dire une théorie qui permettrait d'expliquer, en fait, toutes les physiques dans une même explication et dans un même modèle. Voilà. Alors, où en est la recherche actuellement? Je vous disais que ça avance très vite. Où en est cette recherche? Donc, je disais, il y a en fait dans l'univers 4 forces fondamentales qui génèrent et qui gèrent tout l'ensemble de l'univers. Ces forces, c'est d'abord la force électromagnétique qu'on connaît tous, qui a été démontrée et validée. C'est la force d'interaction faible et la force d'interaction forte, qui toutes les deux ont été démontrées et validées depuis longtemps.
Et même, elles ont été unifiées dans ce que les physiciens appellent le modèle standard. Donc ça, c'est de l'archi connu depuis longtemps. Et puis, il y a une quatrième force qui est la force gravitationnelle. Alors ça, là, la physique quantique ne l'explique pas encore. Elle a des idées, elle a des débuts de compréhension, mais la seule définition actuellement, c'est quand même la relativité générale qui explique la gravitation, mais c'est provisoire. Et puis je disais, elle travaille sur la théorie unifiée du tout, qui cherche à intégrer les quatre forces d'interaction, la gravitation quantique et la relativité générale. Alors, il y a 5 principes dans la physique quantique importants à comprendre. C'est important à comprendre surtout parce qu'ils provoquent une ouverture à quelque chose d'autre que la science, une ouverture métaphysique. Le premier principe, c'est la dualité onde-corpuscule. Tout ça, je vais le définir tout à l'heure, qui provoque une ouverture au rôle de l'observateur. C'est-à-dire qu'on a un rôle sur ce qui se passe. Le deuxième, c'est le principe d'indétermination qui donne une ouverture au monde probabiliste. C'est-à-dire que le monde quantique est un monde non pas de réalité certaine, mais de probabilité et de potentialité. Le principe de superposition, lui, il nous ouvre au rôle de la conscience. Et on verra pourquoi. La mécanique quantique, ensuite, permet une ouverture au monde multidimensionnel. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure quand les physiciens du CERN m'avaient expliqué mon petit problème de sortie du corps. On va le voir. Et puis enfin, le principe de non-localité et l'intrication quantique qui ouvre au monde superlumineux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le fameux livre sur le superlumineux, mais de Dutheil est assez remarquable. Alors voilà, donc la physique quantique explique notamment pourquoi la matière solide, c'est du vide. Alors là, je vais vous rappeler un cours de seconde au lycée, c'est l'atome. C'est en seconde qu'on apprend comment constituer un atome. Alors un atome, c'est ça. Vous avez un noyau qui est fait de 2 particules, des protons et des neutrons, qui sont agglomérés entre eux. Puis il y a des électrons qui tournent autour. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que, toute proportion gardée, la distance entre ce noyau et les électrons, c'est la Terre à la Lune. C'est-à-dire que si le noyau, c'est la Terre, eh bien les électrons, ça serait la Lune. Donc ça veut dire que la matière, c'est 99,999% de vide. Alors on peut se poser la question, pourquoi quand je vous regarde, je ne passe pas à travers ? Pourquoi quand je regarde le mur, je ne passe pas à travers ? Normalement, si c'est du vide, je devrais. Alors je vais dire pourquoi. C'est le premier principe, c'est la première force, c'est la force électromagnétique. Alors pour que ce soit simple à comprendre, j'ai pris 2 atomes d'hydrogène qui sont les atomes les plus simples. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un noyau qui a un proton et un électron qui tourne autour. Il n'y a pas plus simple. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'électron, il est négatif. Le proton, il est positif. Donc normalement, l'électron, il devrait aller se coller au proton. Ça devrait être comme ça. Et puis ce proton, on voit qu'il est sur une orbite. Mais en physique quantique, le mouvement n'est jamais linéaire, il est toujours par saut, ce qu'on appelle le saut quantique. Et donc ça veut dire que cet électron, lorsqu'il va se diriger attiré par le noyau, il va sauter sur une orbite inférieure. Mais ces orbites, plus les orbites sont hautes, plus l'électron a de l'énergie. Donc quand il passe d'une orbite haute à une orbite basse, il perd de l'énergie sous forme de photons. Et l'atome d'à côté, qui est aussi un atome d'hydrogène, vous voyez que l'électron il est sur l'orbite basse, il va récupérer cette énergie pour sauter sur l'orbite haute. Et le résultat, c'est qu'ils n'arrêtent pas de tourner. Et ils ne tombent jamais sur le noyau.
Et si vous les regardez un après l'autre, vous allez les voir changer d'orbite sans arrêt. Alors maintenant, je reviens à la question tout à l'heure. Pourquoi je ne vois pas à travers vous et à travers le mur? Eh bien parce que la lumière, c'est aussi des photons. Et donc quand ces photons arrivent sur la matière, ils sont absorbés, cette énergie lumineuse est absorbée par les électrons pour changer d'orbite. Et donc elle ne passe pas, elle est absorbée, et donc elle ne traverse pas, et elle ne se retrouve pas de l'autre côté. C'est pour ça qu'on ne voit pas à travers la matière. Mais il y a un cas spécial. C'est ce qu'il y a derrière vous, c'est le verre. Pourquoi on voit à travers le verre? Parce que là on ne peut pas être plus certain que la matière, c'est du vide, parce qu'on voit vraiment à travers. Alors tout simplement parce que le verre n'est pas un vrai solide. En chimie, les chimistes disent que le verre, c'est un liquide figé. C'est-à-dire que sa structure chimique est différente de la structure des solides. Et en fait, la différence, c'est que les orbites des électrons dans le verre sont très hautes, très loin du noyau. Et donc, elles ont une très forte énergie. Et quand la lumière arrive et qu'il y a une énergie inférieure, eh bien ces électrons-là, ils n'ont pas besoin de la lumière pour sauter d'orbite en orbite, et donc ils la laissent passer. Et c'est pour ça qu'à travers le verre, on voit très bien et qu'on ne voit pas à travers les autres matériaux. Donc en fait, c'est dans ce cas-là ce qu'on appelle en physique ces photons, qui sont des échanges d'énergie. C'est une particule qui fait partie d'une famille qu'on appelle les bosons de jauge, qui sont des cols en fait. La colle, pourquoi j'appelle des cols? Parce qu'en fait, elle assure la cohésion de l'atome. C'est grâce à ces échanges de photons que l'atome reste cohérent, reste je sais plus le mot, cohérent. Et par contre, pour le noyau, maintenant, pourquoi les différents noyaux restent collés entre eux, pourquoi ils se désagrègent pas? C'est aussi à cause d'échanges de bosons de jauge qui sont les forces d'interaction fortes. Pourquoi? Parce que les particules, les neutrons et les protons sont faits de quarks, donc des particules subatomiques qui sont encore les constituants de ces protons-là. Et ces forces d'interaction envoient d'autres bosons qui s'appellent les gluons et qui tournent entre les différents quarks et les soudent entre eux. C'est pour ça que j'appelle ces particules des cols, c'est comme de la colle, qui crée la cohésion du noyau, comme l'autre crée la cohésion de l'atome. Alors après, il y a une autre force d'interaction dont je ne vous parlerai pas parce qu'elle est beaucoup plus complexe et elle ne nous apporterait rien au niveau de la conscience. C'est la force d'interaction faible qui provoque en fait la transmutation de la matière et la radioactivité. Et puis il y a la quatrième qui est la gravitation. Alors la seule explication qu'on a aujourd'hui, c'est celle-là, c'est celle d'Einstein, c'est que en fait la gravitation vient d'une courbure de l'espace-temps, comme le montre l'animation que vous avez là. Mais la physique quantique, en 2015, a découvert les ondes gravitationnelles. Or, les ondes gravitationnelles, s'il y a des ondes gravitationnelles, pour un physicien quantique, et vous verrez tout à l'heure pourquoi je dis ça, ça veut dire qu'il y a aussi une particule, qu'ils l'ont d'ailleurs appelé le graviton. Mais on en est au stade où on n'a jamais observé le graviton encore. Donc dans les équations mathématiques, il est là, il tient bien la route, mais on ne l'a pas encore observé parce qu'il est d'une énergie très très haute et nos accélérateurs n'ont pas cette énergie-là encore suffisante. Donc, les principes. Principe de onde-corpuscule. Ça veut dire que une particule peut se comporter tantôt comme un corpuscule et tantôt comme une onde. Mais c'est vous qui décidez. C'est ça qui est intéressant. Parce que la particule, elle est à la fois corpuscule et à la fois onde. Et c'est vous qui décidez de voir ce que vous voulez voir. Alors l'expérience qui démontre ça, c'est la suivante, c'est les fentes de Young. On prend une plaque
dans lequel il y a deux fentes. Alors une expérience que vous avez dû faire en cours de physique au lycée, on envoie de la lumière, donc des photons. Les photons, je vous rappelle, c'est la seule particule qui n'a pas de masse. C'est que de l'énergie. Elle n'a pas de masse. Donc si j'envoie des photons, la lumière, j'obtiens ce qu'on appelle des franges d'interférence. Je me rappelle, on a tous fait ça au lycée, cette expérience. Alors maintenant, comme les photons n'ont pas de masse, je ne vais pas les prendre en exemple parce que sinon je ne pourrais pas faire ma démonstration. Donc je vais prendre des électrons. J'envoie un faisceau d'électrons sur les fentes. Et si je mets une caméra pour filmer ce qui se passe, je vois des franges d'interférence sur l'écran. Donc ça veut dire que mes électrons sont une onde, comme la lumière. Sinon, il n'y aurait pas de frange. Et si maintenant, j'enlève la caméra et je mets un spectromètre de masse, eh bien j'ai ça. Le faisceau d'électrons qui, lui, n'a pas changé, il arrive, on voit des corpuscules passer dans le spectromètre, va voir les particules passer, donc des particules qui ont une masse, des corpuscules, et l'écran reste noir, puisque ce n'est plus une onde. Donc ça veut dire qu'en ayant changé d'appareil de vision, je vois une onde ou je vois un corpuscule. Donc ça veut dire que les deux font qu'un. Principe d'indétermination. Dans l'infiniment petit, on ne peut pas faire une mesure exacte, simultanée, de deux grandeurs conjuguées. Par exemple, la vitesse et la position. On ne peut pas. Parce que dans l'infiniment petit, il n'y a que des probabilités et des potentialités. Alors je prends un exemple. Dans notre monde macroscopique, on a une voiture qui roule à toute allure. Avec nos appareils de mesure, on est tout à fait capable, à chaque instant, de mesurer sa position exacte et sa vitesse exacte. Ça, c'est très facile, on fait ça tous les jours. Mais dans le monde subatomique, si je remplace la voiture par une particule, eh bien, si je mesure sa position exacte, je n'ai que sa vitesse probable. Et si je mesure sa vitesse exacte, je n'ai que sa position probable. Je ne peux pas avoir les deux en exact. Impossible. Troisième principe, le principe de superposition. Est intéressant. Un même état quantique peut posséder plusieurs valeurs pour un paramètre observable. La position, l'énergie, le spin. Je vous rappelle que le spin, c'est la rotation, le sens de rotation d'une particule, donc positif ou négatif. Une particule subatomique peut être à plusieurs endroits à la fois, avoir un spin positif et négatif à la fois, etc. Ça, c'est aussi très curieux. Alors, c'est Schrödinger, un savant quantique, qui a découvert ça. Il a essayé d'expliquer ça. Donc, dans notre monde physique, nous avons conscience de l'existence de l'espace et du temps. Mais dans le monde subatomique, il est impossible de percevoir une réalité telle qu'elle est réellement. On ne peut voir qu'une observation associée à une sorte d'holographie de la réalité, donc une superposition instantanée de cette réalité. Et la raison, c'est que nous n'avons pas conscience que dans le monde subatomique, le temps et l'espace n'existent pas. Alors, comme c'est compliqué, Schrödinger a fait une analogie qui est le fameux chat de Schrödinger dont tout le monde a entendu parler. Mais moi, je n'aime pas du tout cette analogie, je la trouve trop compliquée et pas très réaliste. Alors, je vous l'explique en deux mots. Schrödinger a dit, voilà, on met un chat dans une boîte, on met un compteur Gégère, un atome, et puis on met une fiole de poison avec un marteau qui est animé par le compteur Gégère. Donc l'atome, il va soit se désintégrer, soit pas se désintégrer. S'il se désintègre, il met en route le compteur Gégère, qui lâche le marteau, qui casse la fiole et le chat est mort. Et si l'atome ne se désintègre pas, eh ben, le marteau reste en place et le chat est vivant. Et j'aime pas ça, j'aime pas cette analogie parce que d'abord avoir un atome tout seul, c'est pas possible.
on en aura toujours plusieurs, et donc il y en aura toujours un qui va se désintégrer, et le chat sera mort à tous les coups. Et puis deuxièmement, une demi-vie de 10 minutes, si on ne connaît pas les fonctions exponentielles décroissantes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc ça me paraît compliqué. Alors j'ai cherché une autre analogie qui soit beaucoup plus simple et en plus qui vous fasse marrer. C'est l'analogie avec Mélenchon. Vous vous rappelez, pendant la campagne électorale, il a fait un meeting un dimanche dans 12 villes de France à la fois, en hologramme. Et c'était remarquable, parce que moi j'ai regardé la télé ce jour-là et j'ai vu les 12 images, comme ça. Il était sur les 12 images qui parlaient en même temps. On ne pouvait absolument pas savoir où il était, quoi. C'était absolument impossible. Donc ça, vous avez là l'exemple de la superposition. Parce que si je remplace Mélenchon... Pourquoi ça ne marche plus? Ah, je n'ai pas dit Mélenchon, voilà. J'avais oublié de cliquer. Donc si je remplace Mélenchon, qui est unique, par une particule unique, je dis bien une particule, et j'ai ça. C'est-à-dire qu'elle est partout. Donc on a vraiment là l'explication, une analogie qui explique le principe de superposition, mieux que le chat de Schrödinger. Maintenant, le principe de non-localité et de l'intrication quantique. Alors, une interaction à un endroit d'un système a une répercussion immédiate à d'autres endroits, aussi lointains soient-ils. On parle de téléportation instantanée de l'information. C'est ce que l'on appelle l'intrication quantique. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? D'abord, en 1935, Einstein, Podolsky et Rosen, 3 physiciens de l'époque, avaient émis ce qu'ils appellent le paradoxe EPR, de leurs initiales, qui avait alerté les scientifiques sur ce phénomène qui était complètement paradoxal et à l'époque inexplicable. On ne pouvait pas comprendre. Et en 1982, un physicien français, Alain Aspect, a réalisé une expérience qui a démontré de manière indubitable le phénomène EPR. Il a expliqué le phénomène EPR et a expliqué l'intrication quantique. Ce qui lui a valu l'année dernière le prix Nobel, avec 2 autres physiciens pour leurs travaux, mais des travaux qui vont bouleverser la science parce qu'elles font appel à la métaphysique. Alors, l'intrication quantique, comment ça marche? L'intrication quantique nous apprend que des particules élémentaires qui ont interagi ensemble quelque part, donc qui ont vécu ensemble quelque part, se sont intriquées, c'est-à-dire qu'elles peuvent communiquer entre elles de manière instantanée, quelle que soit la distance qui les sépare après coup. Alors je vous explique. Je prends 2 particules. Une particule A qui a un spin positif et une particule B qui a un spin négatif. Je les injecte dans un accélérateur et je les fais donc interagir. Elles tournent là, dans la même machine pendant un certain temps, sans se toucher, sans rien. Elles sont là, elles sont juste là ensemble. Et puis, je les sépare. Et bien voilà ce que j'ai. Elles savent plus ce qu'elles sont. Elles sont A+ et B- en même temps. Mais ce n'est pas fini, et c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que si celle-là se comporte en A+, celle-là se comportera obligatoirement en B-. Et si celle-là se comporte en B-, l'autre se comportera obligatoirement en A+. Donc elle communique, et quelles que soient les distances. On a fait des expériences, par exemple, entre un laboratoire à Boston et l'autre à Los Angeles, ça fait 5000 km. Si ça se déplaçait à la vitesse de la lumière, ça fait 15 millièmes de seconde. On sait mesurer ça, on mesure beaucoup plus fin que ça. Et donc, c'était instantané. Donc, on a la vérification de ça. Donc, l'intrication quantique démontre qu'en dehors de l'espace-temps, tout est instantané et non localisé, mais ne contredit pas la relativité générale qui, elle, reste valable à l'intérieur de l'espace-temps. Donc, dans notre monde, la lumière ne peut pas, la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée. Mais dans le monde subatomique,
Il n'y a plus de vitesse parce qu'il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace. Et ça, c'est tout le problème actuel de la science, c'est que ça introduit une composante métaphysique qui est extrêmement difficile à admettre par beaucoup de scientifiques en dehors des physiciens quantiques. C'est les seuls qui sont un peu ouverts à ça. Alors l'intrication pourrait expliquer ce qu'on appelle la morphologie, la résonance morphique et les champs morphogénétiques. Vous avez peut-être entendu parler des travaux de Rupert Sheldrake qui expliquent ça. Et en fait, ça, j'ai compris ce truc-là lors d'un voyage au Japon où j'ai été faire une retraite dans un temple zen. Et là, un soir, je discutais avec un moine zen et je lui faisais part d'une observation que j'avais faite durant mon voyage. Je lui disais, je n'ai pas très bien compris, expliquez-moi pourquoi au Japon, les gens sont à la fois bouddhistes et shintoïstes. Et selon les cérémonies qu'ils font, ils sont tantôt bouddhistes, tantôt shintoïstes. Il m'a dit, ah oui, c'est très compliqué à comprendre pour un étranger, mais en fait, c'est très complémentaire. Parce que le bouddhisme nous apprend que les expériences de la vie que nous vivons, etc., ça nous permet d'évoluer, de comprendre et donc d'améliorer notre conscience et quelque part, ça nous aide à préparer notre prochaine vie. Tandis que le shintoïsme, c'est ce qu'on appelle le culte des ancêtres. C'est-à-dire qu'en fait, on rend hommage à ce qui nous a précédés. Alors, c'est nos aïeux, évidemment, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui nous ont transmis un patrimoine génétique. Mais c'est aussi nos vies passées. Parce que nous sommes aussi aujourd'hui ce que nous sommes grâce à ce qu'on a vécu dans les vies passées. Donc un petit dessin qui explique ça, c'est que si dans la deuxième vie, je suis influencé par la première, dans la troisième par les deux précédentes, dans la quatrième par les trois précédentes et dans la cinquième par les 4 précédentes. Ça évolue. Alors ça, c'est intéressant, mais j'ai vécu une autre histoire aussi intéressante et qui ne concerne pas les êtres humains, mais les molécules chimiques. J'étais consultant industriel et notamment je travaillais pour une société pharmaceutique en Suisse. Et un jour, je visitais cette usine et le chef d'atelier m'expliquait un processus de fabrication d'une molécule. Et puis tout d'un coup, il s'arrête devant un cristalliseur et une grande cuve en acier inox. Il me dit, alors là, vous voyez, on a un gros problème parce que ça fait plusieurs mois, on essaye de cristalliser cette molécule et on n'y arrive pas. Et le problème, c'est qu'on a 2 concurrents, un en Allemagne et un au Japon, qui ont exactement le même problème. Ils travaillent sur la même molécule et ils n'arrivent pas à faire cette cristallisation. On a essayé tous les cristalliseurs, tous les catalyseurs possibles et imaginables et ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Et puis un jour, quelque temps après, je me retrouve dans cette usine et le gars m'appelle, il me dit, écoutez, vous vous rappelez l'autre jour quand je vous avais dit que la cristallisation n'avait pas marché? Et bien tout d'un coup, elle a marché. Et on ne sait pas pourquoi. On n'a rien fait et tout d'un coup, paf, on a eu des cristaux parfaits, comme on les voulait. Alors on a tout de suite essayé de regarder chez les Allemands. Les Allemands nous ont dit, ben oui, au même moment, leur cristallisation a réussi. Alors ils ont appelé les Japonais. Les Japonais ont dit, ah oui, mais on a trouvé. Parce qu'en fait, ce jour-là, à cette heure-là, on a eu un tremblement de terre de magnitude 6. Et comme par hasard, les cristaux se sont faits à ce moment-là. La vibration de la cuve a été le bon catalyseur. Alors la question, c'est comment les molécules en Suisse et en Allemagne ont réagi au même moment à ce qui se passait au Japon, parce qu'eux, ils n'ont pas eu le tremblement de terre. Résonance morphique. Ils appartiennent à un même champ morphogénétique qui communique. Et c'est exactement un phénomène d'intrication quantique. Alors, maintenant on aborde la mécanique quantique. Ça va être un peu plus compliqué, mais c'est encore plus important. L'univers n'est que vibration et énergie. Ça, c'est le premier qui l'a dit, c'était déjà Einstein. Donc, elle décrit les phénomènes physiques à l'échelle subatomique en postulant qu'en deçà des dimensions de Planck, c'est toujours Max Planck qui a trouvé ça, qui est une distance de 10 puissance moins 35 mètres, donc vous voyez c'est vraiment très petit, et un temps de 10 puissance moins 44 secondes, en dessous de ça, en deçà de ça, l'espace et le temps n'existent pas.
Alors, l'univers est ternaire, c'est-à-dire il y a 3 composants. L'information, l'énergie et la matière. Et là, vous avez en ordonnée les fréquences, c'est-à-dire que plus les fréquences sont élevées, donc l'information, c'est des fréquences très élevées, l'énergie un peu moins, et la matière, des fréquences très basses. Le fameux mur de Planck, il est là. C'est-à-dire que au-dessus, les distances sont inférieures à 10-35, et donc le temps et l'espace n'existent pas. Et ce monde d'information, c'est ce que les anciens appelaient l'akasha, que les physiciens modernes appellent le champ du point zéro, c'est-à-dire le champ d'où tout a émergé, et qu'on appelle vulgairement le vide quantique. Et puis en bas, il y a notre espace-temps avec la matière, et puis une petite partie d'énergie qui est là. Et ça, c'est l'aura. Certaines personnes arrivent à voir l'aura. Moi, j'arrive à voir la première couche, la couche éthérique. Mais c'est la partie qui est dans l'espace-temps, en fait. Alors, on va regarder ça en plus en détail, puisque tout est vibration. Intéressons-nous aux vibrations. Donc là, je vous ai mis le spectre de toutes les vibrations existantes. Donc, on commence par les vibrations de basse fréquence, que sont les vibrations mécaniques. Mécaniques, pourquoi? Parce qu'elles affectent la matière. Donc, quand je suis en train de vous parler, là, je fais bouger les molécules d'air. Comme on les voit ici, vous voyez, elles se compressent plus ou moins. Et cette compression des molécules d'air fait que vous m'entendez. Comme c'est les vagues de la mer, elles bousculent les molécules d'eau. Ou les ondes telluriques de tremblement de terre qui bougent les molécules de terre. Donc elles ont un impact sur la matière. Au-delà dans des fréquences plus élevées que les ondes mécaniques, on a les ondes électromagnétiques, qui sont plus complexes parce qu'elles sont à 2 plans. Un plan horizontal qui est l'électricité, un plan vertical qui est l'électricité, et le plan horizontal qui est le magnétisme. C'est pour ça qu'on les appelle électromagnétiques. Alors il y en a beaucoup. Il y a les ondes radio, grandes ondes. Vous savez, dans les années 50, on écoutait Europe 1 sur grandes ondes. Après, il y a les ondes courtes, les modulations de fréquence. Aujourd'hui, on est là, nos radios, c'est la modulation de fréquence. Après, il y a les micro-ondes que vous avez dans vos cuisines. Puis, il y a les infrarouges. Et puis, il y a la lumière qui est là. J'ai agrandi le spectre. Puis, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Tout ça, c'est des ondes électromagnétiques de longueur d'onde. Plus on va vers là, plus la longueur d'onde est petite. Alors, il y a une question que vous avez envie de vous poser, de me poser. Il y a déjà quelqu'un qui m'en a parlé tout à l'heure. C'est les téléphones portables. Où se situent là les ondes des téléphones portables? Alors la 4G, elle est là. C'est comme les grandes ondes radio. Donc il n'y a pas plus de danger à écouter une 4G qu'à écouter Europe 1 en grandes ondes. Par contre, la 5G, elle est là. Ah non, pardon. La 5G, elle est au niveau des micro-ondes. Alors, si vous estimez que la 5G est dangereuse, commencez par jeter vos micro-ondes de la cuisine. Et la raison, c'est que les micro-ondes agissent sur l'eau. Si vous avez remarqué, quand vous faites cuire un rôti dans votre four traditionnel, la surface est plus chaude que l'intérieur. Vous êtes obligé de le piquer pour voir s'il est cuit à l'intérieur. Dans le micro-ondes, c'est le contraire. Vous avez remarqué? C'est l'intérieur qui est très chaud et l'extérieur qui est beaucoup moins chaud. Pourquoi? Parce que les micro-ondes attaquent l'eau. Alors, on suppose que si c'est le cas, la 5G aurait un effet sur nous, puisqu'on est fait de 85% d'eau. Mais bon, elle est moins concentrée aussi, parce que le micro-ondes, c'est vraiment tout concentré sur votre petit plat, et alors que là, on est quand même plus loin. Donc voilà, mais enfin, le problème est là. Donc, problème il y a, maintenant, il faut savoir à quel niveau il est dangereux ou pas.
Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, là, en deçà du mur de Planck, où là, il n'y a plus de temps et plus d'espace? Eh bien, les ondes sont des ondes scalaires. Elles sont sous une forme, elles ont une forme hélicoïdale. Et ça, c'est intéressant, cette forme, parce que ça explique pourquoi nos chakras, qui reçoivent l'énergie vitale et qui la transmettent à notre corps, sont des vortex, c'est-à-dire des trucs hélicoïdales pour attirer justement les ondes scalaires. Mais plus fort que ça, les aiguilles d'acupuncture, elles ont un petit solénoïde en haut. Quand vous les mettez près de l'oreille, vous remuez comme ça fait gling, 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 gling. C'est le solénoïde. Pourquoi il y a un solénoïde? C'est pour attirer les ondes scalaires. Et dans votre corps, on a besoin d'énergie vitale pour vivre. On a besoin de manger, de boire et d'air pour le corps physique. Mais pour le corps énergétique, on a besoin d'énergie vitale. Alors on a l'ADN, qui est aussi une spirale, pour attirer les ondes scalaires et les transmettre au corps. Voilà. Alors, on va décomposer tout ça. Comment l'information akashique s'associe-t-elle à l'énergie cosmique? On prend juste le travail qui se passe ici. Alors, comme tout dans l'univers, le mécanisme est le même. Du champ informationnel, du fameux akasha, où l'esprit conscient et intelligent, comme disait Max Planck, le champ du point zéro, va tout d'un coup émerger un plasma de particules porteuses d'informations, mais sans masse. Un plasma, je vous rappelle, c'est des particules libres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas attachées à rien du tout, elles sont complètement libres, à cause de leur énergie très élevée. Et ce plasma, en fait, il est porteur d'informations. Donc ce qui se passe, c'est que ce plasma porteur d'informations va s'associer à l'énergie vitale, ce qu'on appelle en Chine, au Japon, le ki, en Inde, le prana, ou ce que nos alchimistes du Moyen-Âge appelaient l'éther primordial, d'accord, qui est l'énergie vitale dont nous avons besoin. Et cette collusion entre les particules informationnelles et le champ d'énergie vitale va créer ce qu'on appelle une forme pensée. Là, j'ai mis un aigle pour dire que ça va produire un aigle un jour, mais ce n'est pas un aigle, c'est des vibrations, des informations qui sont destinées à faire un aigle. C'est une forme pensée. Alors intéressons-nous maintenant à ce qui se passe entre l'énergie et la matière. Comment cette énergie devient matière? Ça, c'est la dernière découverte du CERN en 2012 qui a valu le prix Nobel à M. Higgs, qui est le champ scalaire de Higgs. Et c'est lui qui crée la matière. Alors, j'explique. Vous avez ce champ de Higgs, c'est quoi? Ce sont des particules qu'on appelle des bosons, qui sont ici les pastilles blanches. OK? Et puis, je prends le fameux plasma de particules, j'en prends 3, des photons, qui ont une très forte énergie, des électrons qui en ont un peu moins, et les quarks qui en ont un peu moins. Et quand ces particules arrivent sur le champ de boson de Higgs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. C'est-à-dire que les photons qui ont une très forte énergie n'interfèrent pas, n'interagissent pas avec les bosons de Higgs et donc ressortent sans masse. Tandis que les électrons qui ont une énergie moindre vont un peu interagir avec les bosons de Higgs et vont sortir avec une faible masse. Et puis les quarks, qui eux ont une énergie plus faible, vont beaucoup interagir avec les bosons et sortir avec une forte masse. C'est ça qui crée la matière, qui transforme l'énergie en matière. Alors revenons à notre forme pensée avec l'aigle. Eh bien cette forme pensée, quand tout d'un coup elle arrive sur le champ de Higgs, eh bien ça donne un vrai aigle. Tout simplement. Alors j'ai pris un aigle, je n'ai pas pris par hasard. Hein. J'ai pris parce que je voulais vous montrer que ce qui se passe dans l'akasha, dans le champ informationnel, c'est beaucoup, beaucoup plus intelligent que nous. Parce que nos ingénieurs aéronautiques, qui ont fait des avions merveilleux, hein, des A380 qui emmènent 600 personnes
à l'autre bout du monde, etc., ont des ailes. Okay. Mais il y a un problème qu'ils n'ont jamais résolu. C'est qu'au bout de l'aile, il y a un vortex d'énergie qui ralentit l'avion et qui le fait consommer plus de kérosène. Alors, ils ont tout fait, tous les calculs qu'ils ont pu faire, tous leurs ordinateurs et tout, ils n'ont pas trouvé comment supprimer ce vortex. Alors, ils ont regardé les aigles. Et les aigles, ils ont ça. C'est-à-dire que quand ils volent, ils font ça. Alors, ils ont tordu l'aile au bout de l'avion, ils l'ont mis en soufflerie, et le vortex a disparu. Donc, merci l'Akasha. Mais vous savez, dans votre jardin, la table de jardin, vous avez remarqué qu'elle ne se mouille pas quand il pleut. Pourquoi ? Parce que la peinture des meubles de jardin, ça a été copieux sur les feuilles de nénuphar. Et quand la pluie tombe sur un nénuphar, ça fait par capillarité une boule qui s'écoule tout de suite. Donc la feuille de nénuphar est toujours sèche. Et votre table de jardin aussi. Alors ça, je peux vous en citer des milliers comme ça. Donc quelque part, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on invente, c'est déjà existant quelque part. Et si on l'invente, c'est parce que tout d'un coup, on a reçu l'idée, l'intuition, qui vient de l'Akasha. Alors, on va un peu plus loin. Ce fameux Akasha, c'est ma page là. Hein. C'est le champ informationnel originel. Et alors tout d'un coup, là au milieu, va apparaître notre monde dans lequel on vit. Alors ça se passe comment ? Tout d'un coup, la conscience, parce que ce champ informationnel, comme disait Planck, c'est un champ conscient et intelligent. Donc la conscience, tout d'un coup, devient un plasma de particules. C'est le fameux Big Bang. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Dès que le Big Bang se produit, c'est que l'univers apparaît et il va se produire ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, mais en même temps l'évolution de l'univers. Alors là, je vous dis tout de suite, mon animation est fausse, parce que les deux se passent en même temps. C'est-à-dire que pour être juste, j'aurais dû faire un étirement en diagonale. Mais la fonction n'existe pas sur PowerPoint, donc j'ai fait l'un après l'autre. OK ? Donc cette évolution, elle se fait comme une courbe en S, comme tout dans l'univers, tous les systèmes évoluent par une courbe en S. Ça, c'est aussi le prix Nobel d'Ilya Prigogine en 1977 sur les systèmes dissipatifs. La question intéressante, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ici ? Quand l'univers va arriver au bout de son expansion et de son évolution. Donc la matière est redevenue conscience. Mais là, juste après ce point-là, on est en dehors du temps et de l'espace. Donc ça veut dire que ce point-là, c'est le même que celui-là. Puisque là, il n'y a pas de temps, et là, il n'y a pas de temps. Donc en fait, c'est les deux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'univers, il est comme ça. Et ça, prix Nobel, Roger Penrose, en 2020. L'univers est circulaire. Et on a l'impression qu'il est linéaire, parce que nous, à notre échelle de vie, hein, là j'ai mis un bonhomme, si on vit 80, 90 ans, par rapport aux milliards d'années de l'univers, c'est rien. Donc effectivement, pour nous, le temps est linéaire. Mais pour l'univers, il est circulaire. Et le fameux Big Bang, mais il se reproduit inlassablement, toujours au même endroit finalement, puisqu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est la nouvelle théorie en vigueur chez les physiciens quantiques, c'est le Big Bounce, c'est-à-dire le grand rebond, où l'univers se répète. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que je me suis intéressé aussi aux cultures anciennes, des peuples, des civilisations anciennes, et chez les Incas, chez les Mayas, pardon, dans le calendrier Maya, on parle, ce calendrier représente l'univers par un cercle spiralé induisant une évolution de conscience. C'est quand même dingue. Parce que c'est vraiment ça leur image. Hein. C'est un cercle spiralé, mais il y a une élévation de conscience. Donc les Mayas avaient déjà compris ça. Donc en fait, la science est en train de redécouvrir ce que nos anciens connaissaient parfaitement. Intuitivement, bien sûr, eux, à leur époque.
Donc pour bien comprendre ça, je fais l'analogie avec la Terre. Quand vous marchez dans la rue, vous ne pouvez pas imaginer que la Terre est ronde. Et pourtant, elle est ronde. Si vous deviez marcher continuellement en ligne droite, vous reviendriez au point de départ. Mais on ne peut pas s'en rendre compte. Et bien, pour le temps, c'est pareil. On a l'impression qu'il est linéaire, mais il est circulaire. Donc, les découvertes les plus récentes conduisent à concevoir une théorie du tout, je disais au début. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible, avec des petits dessins. La relativité générale considère l'espace-temps comme quelque chose de continu, où l'espace et le temps sont en fait deux choses interchangeables et influençant l'une de l'autre. La gravitation quantique considère au contraire que l'espace-temps présente une structure discrète constituée de grains, de petits grains, je le mets entre guillemets, primitifs, de ce qu'on appelle des quantas. Les quantas, c'est des paquets d'énergie, de quantas de champs gravitationnels, donc d'énergie gravitationnelle. Et donc la fameuse théorie actuelle, qui est la théorie M, qui est l'aboutissement des théories des cordes, explique que l'univers, notre univers, n'est pas à 4 dimensions que l'on connaît, mais à 11 dimensions. C'est-à-dire qu'aux 4 dimensions que l'on connaît, l'espace et le temps, s'ajoutent 7 dimensions vibratoires. Alors, comment peut-on se représenter un monde, un univers à 11 dimensions? Alors j'ai essayé de faire la chose suivante. D'abord, le monde à 4 dimensions. Pour le représenter, j'ai pris 2 cubes qui se pénètrent l'un l'autre et j'ai bouclé ça sur 3 secondes. Donc on a vraiment une représentation en 3D de quelque chose qui existe en 4 dimensions, bouclé sur 3 secondes évidemment, pour pas que le cube parte à l'infini. Mais le monde vibratoire à 7 dimensions, ça je ne sais pas faire. On ne sait pas faire une projection en 3D pour le voir. Il faut que je représente en 3 dimensions. Alors j'ai trouvé qu'il y en a qui l'ont fait, ils l'ont mis dans un ordinateur, une matrice à 7 dimensions, ils ont donné à l'ordinateur de le représenter en 3. Et là j'ai trouvé ça sur le site du California Institute of Technology. Ça donne ça. Ça donne une espèce de petite pelote. Alors la question c'est comment dans notre monde, ces deux mondes coexistent. Et ça, c'est les dernières trouvailles de la physique quantique, c'est ça. C'est qu'en fait, chaque point de l'espace-temps, qui est ici les croisements entre les lignes jaunes, sont constitués par une petite pelote de cordes vibrantes. Ce qu'on appelle des cordes vibrantes parce que c'est des petites vibrations qui vibrent en même temps. Et donc, ces petites pelotes vibratoires sont les fameux grains d'espace-temps dont on parlait tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? C'est parce qu'en fait, la distance entre ces deux points d'espace-temps est inférieure à la fameuse distance de Planck. Donc en fait, notre univers dans lequel on vit, il est pixelisé. C'est des pixels d'espace-temps. Exactement comme votre écran de télévision. Si vous prenez une loupe et que vous allez regarder l'écran de télévision, vous allez voir des pixels de lumière de couleurs différentes. Eh bien, notre monde, c'est des pixels d'espace-temps. Ça veut dire que ce qu'on appelle dans les religions l'au-delà, la science démontre que c'est l'en-deçà. En deçà des dimensions de Planck. Donc, il ne faut pas chercher là-haut, il faut le chercher là-dedans. OK? Donc, ça aussi c'est intéressant. Je vous ai parlé de 7 dimensions vibratoires. Alors j'ai été fouiller les religions. Le christianisme parle des 7 esprits devant le trône de Dieu, qui représentent les 7 expressions distinctes du Saint-Esprit. Il y en a 7. Le judaïsme, la Ménorah, 7 branches, les 7 sons primordiaux avec lesquels Dieu aurait créé le monde. Et les sons, c'est quoi? Des vibrations. Le Coran, l'islam, les 7 cieux, qui sont les 7 couches constituant l'univers, chaque ciel ayant son rôle particulier pour les hommes. Le brahmanisme,
les 7 rishis védiques, qui témoignent de l'ordre cosmique et transmettent aux hommes les 7 Védas de la connaissance divine. La théologie, au XIXe siècle, parle des 7 rayons, qui expriment les 7 forces cosmiques qui régentent tout l'univers et l'homme. Et la physique quantique aujourd'hui nous parle de 7 dimensions vibratoires. On converge énormément. Hein. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de la physique quantique, mais je voudrais juste faire une dernière remarque, c'est que vous la vivez tous les jours sans le savoir. Les lasers, quand vous mettez un CD ou un DVD, c'est un laser qui va le lire. Physique quantique. Quand vous allez faire un IRM pour un problème médical, c'est de la physique quantique. Ça marche, c'est de la physique quantique. Votre clé USB, qui paraît toute simple, c'est une mémoire flash, c'est-à-dire c'est basé sur l'effet tunnel quantique. Les techniques de l'informatique quantique dont on parle beaucoup aujourd'hui, des ordinateurs quantiques, c'est pareil, c'est basé sur des qubits probabilistes et non pas sur des bits réels, comme nos ordinateurs classiques. Les techniques de cybersécurité, la cryptographie, etc., les nouveaux matériaux, le graphène, les supraconducteurs à température ambiante, tout ça, c'est de la physique quantique. Alors la question qu'on se pose, c'est, et à notre niveau, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Eh bien, elle peut nous permettre d'élever notre niveau de conscience et même de nous guérir, ce qu'on va voir maintenant. Donc, comment la physique quantique peut nous aider à élever notre niveau de conscience? Oui. Ok. Ok. Donc, je reviens à ma petite image de tout à l'heure qui expliquait l'évolution de l'univers en courbe en S. Imaginons que l'humanité est là, est à ce niveau d'expansion et d'évolution de l'univers. On en est là. Ça veut dire que, à notre niveau, on est, entre notre naissance et la mort, on a exactement la même courbe d'évolution que l'univers. Hein. Tout est fractal dans l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que la conscience est liée à la fréquence. C'est-à-dire que plus la conscience est élevée, plus les fréquences sont de longueur d'onde minimum. Hein, on a vu distance de Planck ou pas. Et donc, l'information qui est contenue dans le fameux champ akashique ou le champ du point zéro, qui est la page blanche, d'accord ? Cette information n'est accessible qu'à notre niveau de fréquence. C'est-à-dire que si on est là, si notre univers est là, notre humanité est là, la seule information qui nous est accessible, c'est celle-là. Elle ne peut pas accéder à cette information qui est là. Et de même, nous, si notre évolution dans la vie, on est là, on ne peut accéder qu'à cette information de ces fréquences-là. Donc les trois choses, les fréquences, la conscience et l'information, sont étroitement liées les unes les autres. Alors, comment peut-on accéder à plus d'informations? Puisque avoir plus de conscience, c'est accéder à plus d'informations. Tout le problème revient, il nous faut accéder à plus d'informations. Alors, on peut le faire de deux manières, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alors, regardons d'abord sur le plan physique. Il nous faut avoir un style de vie qui améliore l'ADN. Ça, c'est un nouveau prix Nobel, 2009, Dr Blackburn, qui a inventé l'épigénétique. C'est une science qui est le prolongement de la génétique. Et l'épigénétique explique et démontre que nous avons un pouvoir d'agir sur notre propre ADN. Et c'est notre façon de vivre qui va conditionner ça. Alors je vous l'explique.
j'ai représenté ici, dans cette image, un filament d'ADN. C'est le filament bleu, on voit avec la petite spirale. D'accord ? Et ce filament d'ADN, il va entourer des cellules qu'on appelle des histones. Et puis, ce filament d'ADN contient ce qu'on appelle des gènes, qui sont ici en orange. Et ces gènes portent de l'information. Vous vous rappelez l'ADN et puis le champ, tout à l'heure, les ondes scalaires? C'est de l'information qui est venue se mettre là. Et cette information, les histones vont prendre cette information, vont charger des molécules de protéines qu'elles vont envoyer à toutes les cellules du corps. Et c'est comme ça que toutes ces cellules du corps reçoivent l'information qui vient de nos gènes. Et vont fonctionner correctement par rapport aux instructions que leur donnent nos gènes. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'acétylation qui permet à l'ADN de rester ouvert et aux gènes de rester actifs et de recevoir l'information akashique accessible. Alors le contraire, quand on est dans un cas contraire, c'est ce qui est en haut de l'image. Ça, c'est le mauvais cas. C'est ce qu'on appelle la méthylation qui détériore l'ADN. Pourquoi ? Parce que les histones vont s'agglomérer entre elles, vont coincer les gènes entre elles, qui font qu'ils sont plus ouverts et plus accessibles à l'information. Et donc, les histones ne peuvent plus sécréter les protéines qu'on voit ici. Et donc, nos cellules ne reçoivent plus l'information et finissent en cellules tumorales. Donc, il est essentiel de fonctionner en acétylation. Donc, si je reprends le cas maintenant, imaginez que mon niveau d'évolution soit là, j'accède à cette information, et donc mon ADN n'a reçu que ça comme information. Donc le codage de l'ADN, il est là. Et donc l'autre ADN, les généticiens appellent ça le junk ADN, l'ADN poubelle, c'est-à-dire l'ADN qui ne sert à rien. Et si je monte mon niveau de conscience, eh ben, j'ai plus d'ADN codé et moins de junk ADN. Et si je monte encore, j'ai plus d'ADN codé et moins d'ADN junk. Donc ça veut dire qu'il est essentiel de fonctionner en acétylation pour toujours augmenter l'ouverture de cet accès à l'information. Alors, la question qu'on se pose, c'est quoi le bon fonctionnement ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour avoir un bon ADN, pour améliorer notre ADN ? Alors, le plus important, c'est l'alimentation. Alimentation saine. Deuxièmement, l'activité physique. La vie affective harmonieuse, dans l'amour et non pas dans les conflits. Éviter le stress tant que possible. Pratiquer en tout temps la pensée positive. Et surtout, éliminer, se libérer des croyances castratrices et de la peur. Ça, c'est fatal error. Merci le Covid. Alors, il n'y a pas que le corps qui va aussi bien fonctionner ou mal fonctionner. Il y a aussi le mental. Alors pour comprendre, j'ai pris le moi intérieur, je l'ai représenté par un petit nuage, c'est notre corps vibratoire qui lui est beaucoup plus près a plus d'accès à l'information akashique. Puis j'ai mis le cerveau droit et le cerveau gauche. Pourquoi ? Parce que le cerveau droit, il est lié au mental abstrait, et le cerveau gauche, il est lié au mental concret. Donc c'est le cerveau droit qui reçoit les intuitions, et c'est le cerveau gauche qui en fait quelque chose. Et puis au milieu, j'ai mis ce voile. Imaginez que c'est un miroir à 100 teints. Vous savez, comme il y a dans les salles d'interrogatoire de la police, vous avez le présumé coupable qui est dans une salle d'interrogatoire, et puis il y a un grand miroir, et derrière lequel il y a les flics qui le voient, et lui ne les voit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si vous vivez dans la foi, quand je dis la foi, ce n'est pas la foi en Dieu, c'est la foi en vous, la foi en vos capacités. Et dans la pensée positive, ce qui se passe, c'est ça. C'est que les intuitions passent et se transforment en synchronicités qui vont vous aider dans la vie. On verra ça en plus en détail tout à l'heure. Et si maintenant vous vivez dans la peur et les pensées négatives, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ça. Le miroir se tourne et les intuitions repartent. Et vous êtes tout seul.
vous n'avez plus votre moi intérieur pour vous aider, plus de synchronicité, plus de petites informations, plus rien. Comment peut-on alors accéder à plus d'informations sur le plan maintenant spirituel? C'est en pratiquant le dialogue intérieur. C'est-à-dire qu'on a deux moi, hein, comme je disais tout à l'heure, un moi physique, puis le moi, celui que j'avais rencontré dans mon jardin. Et bien plus on parle avec lui, et plus ça marche. Et plus on accède à un niveau de conscience élevé. Parce que lui, il est à un niveau de fréquence plus élevé que notre corps physique. Donc il est en contact avec plus d'informations akashiques, auxquelles nous, on n'a pas accès. Donc l'esprit et le corps ne font qu'un. Et pour ça, je vais d'abord définir un peu de vocabulaire, parce que on ne met pas les mêmes mots sur les mêmes choses. Donc comme je disais tout à l'heure, l'univers est ternaire, l'être humain est aussi ternaire. C'est-à-dire qu'on a un moi divin, qui est le moi qui contient l'information, l'âme, qui va créer un corps énergétique, qui à son tour va créer un corps physique. Et ce qui est important et que nous fait découvrir la physique quantique, c'est que la dualité onde-corpuscule et l'intriquation quantique expliquent que le corps et l'esprit ne font qu'un. Et explique aussi, en médecine, l'effet placebo, et pourquoi l'effet guérisseur du tai chi ou de l'acupuncture. C'est lié. Alors je vais expliquer ça en plus de détails. Si je prends les deux corps, le corps énergétique que j'appelle l'esprit, ou le moi intérieur, et puis le corps physique, eh bien, le corps physique, il est constitué de particules de matière, parce qu'on est fait de molécules, les molécules sont faites d'atomes, les atomes sont faits de particules subatomiques que sont les quarks, les électrons, les bosons, etc. Et on a vu tout à l'heure les principes sur ces particules subatomiques, à quel point elles étaient différentes de ce qui se passe dans notre monde. Donc notre corps physique, c'est un corps de matière, donc de particules corpusculaires, tandis que le corps vibratoire, c'est la même chose, mais sous forme d'onde, puisque la dualité onde-particule. Il n'y a pas de deux constituants, c'est le même. C'est les mêmes particules qui sont sous forme d'onde ici et sous forme de corpuscules ici. Et tout ça, ça communique grâce à l'intrication quantique, puisqu'elles ont cohabité ensemble pendant longtemps, hein, pendant 9 mois, pendant la gestation de votre maman. Ben, toutes ces particules, elles ont cohabité, elles se sont intriquées, et donc elles communiquent entre elles. Voilà. Alors, tout dans l'univers est fractal, donc la conscience aussi. Alors, au plan physique, on a une conscience de l'environnement, une conscience instinctive, la conscience de soi qu'on acquiert à 2 ans quand on commence à se regarder dans la glace, puis la conscience individuelle, hein, moi c'est moi, et puis c'est pas vous, hein, moi c'est moi. C'est la conscience individuelle qui est un peu la conscience un peu majoritaire aujourd'hui. Puis les deux consciences instinctives et environnement, on les a perdues. Aujourd'hui, il n'y a plus que les peuples premiers qui les ont en Amazonie ou en Papouasie. Au niveau de l'esprit, on a la conscience collective, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on a une famille, une collectivité, un pays, etc., une nationalité. On appartient à des collectivités et donc on a cette conscience. La conscience de groupe, c'est un peu plus subtil. C'est quand on découvre que je peux être heureux que si les autres le sont aussi. C'est la conscience qui fait que quelqu'un de très fortuné va accepter de payer des impôts pour que ceux qui sont moins riches puissent bénéficier d'avantages sociaux. Voyez ? C'est ça, la conscience de groupe. Puis il y a la conscience de vrai soi. Le vrai soi, ça veut dire que le soi, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est l'autre. C'est lui qui a le pouvoir sur le plan physique. C'est pas l'autre. Et puis il y a la conscience du contrôle de soi. Ben ça, on en a parlé. L'épigénétique, notre style de vie. On est conscient de ce qu'il faut faire pour améliorer tout ça. Et puis la conscience transmutationnelle, c'est plus compliqué. C'est quand on prend conscience qu'en fait, au cours de la vie,
tout ce que l'on vit, toutes les expériences, etc., c'est pour nous faire passer de matière à conscience. Donc il y a une transmutation qui se produit au cours de la vie, et ça, c'est ce qui nous amène à plus de conscience. Et puis alors, au niveau de l'âme, ça, on verra ça quand on aura fini le cycle des vies dans je ne sais pas combien de temps. Donc la compréhension de la relation information-conscience est essentielle pour gérer notre vie. Ça va au niveau timing ? Ok. Comme disait Einstein, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même niveau de conscience que nous avions lorsque nous les avons créés. Ça, il faudrait faire apprendre par cœur à tous nos hommes politiques. Ils n'ont pas compris. Hein. Ça, ils n'ont vraiment pas compris. Ils cherchent toujours la solution, soit dans l'actuel, soit dans le passé. Et c'est tout faux. C'est pour ça qu'ils ne trouvent rien. Alors, un moyen, c'est d'accéder à plus d'informations, c'est le niveau c'est la méditation. Parce que quand vous êtes en méditation, vous arrivez à un niveau de communication avec votre moi supérieur, votre moi intérieur, qui vous donne accès à plus d'informations. C'est là où l'intuition arrive. Et Fritjof Capra, qui était prof de physique nucléaire à l'université de Berkeley, disait à ses étudiants, j'en ai rencontré un qui m'avait raconté ça, quand vous avez du mal à comprendre quelque chose, allez méditer. C'est lui qui a écrit le fameux livre, Le Tao de la physique. Je ne sais pas si vous l'avez, certains l'ont lu, c'est un livre remarquable, qui est un peu difficile à lire, mais qui est vraiment formidable. Il explique en fait dans ce bouquin différentes choses, soit par la physique quantique, soit par le bouddhisme. Et c'est rigoureusement la même chose, avec un vocabulaire différent. Il faut écouter et analyser constamment notre petite voix intérieure. Alors, elle agit de différentes manières, cette petite voix intérieure. Soit elle vous transmet de l'information. J'ai découvert ça à l'âge de 15 ans. Un jour, je savais que le lundi, j'avais 15 ans, c'était un week-end, je savais que le lundi, il y avait une interro écrite d'histoire. Et puis, je n'avais pas envie de réviser, j'avais mes copains qui m'appelaient pour jouer au volley. Et tout d'un coup, une petite voix me dit « la guerre du Schleswig-Holstein ». Je dis quoi ? Je n'avais jamais entendu se parler de ça, jamais. Donc je me précipite sur l'encyclopédie de mes parents, je trouve la guerre de Schleswig-Holstein, et puis j'ai dit « chiche », la petite voix. Je prends une double feuille, je mets mon nom, la date du lundi, et je copie tout le truc. Je remplis deux doubles feuilles. Et je mets ça dans mon cartable et je vais jouer au volley. Et le lundi, vous imaginez la trouille quand j'arrive au lycée. Hein. Si c'est pas ça, je suis bon. Et le prof arrive, pose le cartable, prend la craie. La guerre du Schleswig-Holstein, vous avez 1 heure. Vous imaginez le choc ? C'est qui m'a parlé de ça ? Et comment elle savait que le sujet de l'interro écrite ? Alors pendant 1 heure, j'ai écrit comme un fou, n'importe quoi, toutes les bêtises qui me passaient par la tête, pour que le prof me voie vraiment déchaîné. Et puis à la fin, j'ai interverti les 2 feuilles, j'ai donné l'autre. Et la fois suivante, il est venu, il m'a dit « Gérald, 18. Mais je suis quand même un peu interloqué par ton érudition sur le sujet. Hein. Si je t'avais pas vu écrire comme un fou pendant 1 heure, je t'aurais mis 0. » Ah non, monsieur, ça m'a vraiment passionné. Hein. Bon. Donc là, c'était qui cette petite voix ? Et comment savait-elle le sujet de l'interrogation ? C'est ça le problème. Deuxième action du moi intérieur, il peut agir par des actions physiques. Alors un jour, par exemple, j'étais en train de faire ma fille avait 12 mois ou 13 mois, donc elle marchait depuis très peu de temps. Puis j'étais en train de faire la vaisselle du petit déjeuner, ma femme était partie au travail. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « Jeanne est en danger » et une force qui m'attrape, qui me sort de la cuisine, qui me pousse vers la porte d'entrée. Et donc je ne pouvais pas résister, j'étais poussé par cette force. J'arrive à la porte d'entrée, je la trouve ouverte. Je dis « c'est pas normal ». Donc je dévale les escaliers, on était au 1er étage. J'ouvre la porte qui donne sur le parking et je vois ma petite fille qui traverse le parking avec une voiture qui recule et qui ne la voit pas. Donc je l'attrape et là, la voiture s'arrête, la dame sort et dit « Ah, mon Dieu, je ne la voyais pas, elle est si petite, je ne la voyais pas dans mon rétroviseur. » Mais c'est qui cette force ? C'est pas moi, hein, je ne pouvais pas savoir qu'elle était partie, aucun bruit, rien. Et une force, mais très, très forte, hein, qui m'a poussé dehors. Donc, action physique.
Troisième exemple, le moi intérieur peut agir par des synchronicités. Ah ben ça, je pense que vous en avez tous eu. Hein. De synchronicité, c'est ce qui peuple notre vie. On appelle ça des hasards, mais ce n'est pas des hasards. On ne fait jamais une rencontre par hasard. On rencontre toujours quelqu'un parce qu'il va nous apporter quelque chose au moment où on en a besoin. Et puis voilà, ça dure ce que ça dure, mais ce sont des synchronicités. Mais il y a quelque chose de plus fort. C'est que le moi intérieur, qui est là, il est en contact avec l'âme. Et il est parfois au courant de certaines volontés de l'âme ou de certains contrats d'âme. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, qui m'a fait comprendre ça de manière très forte. C'était au cours de mon premier mariage, j'étais marié 2 fois. Un premier mariage, j'ai eu 3 enfants. Et les 2 et 3e, c'était des jumelles. Et donc ma femme un jour me dit, tu sais, c'était dans les années 70, il n'y avait pas la contraception, il n'y avait pas les avortements, il n'y avait rien de tout ça à l'époque. Elle me dit, tu sais, ça serait quand même bien si tu allais te faire vasectomiser, parce qu'au moins on n'aurait plus de problème d'en avoir un 4e, quoi. C'est quand même... Ah, je dis, ah, tu as raison, c'est vraiment une très bonne idée, etc. Donc je prends rendez-vous avec un urologue. Et là, je prends ma voiture, je descends au rendez-vous. Et là, il y avait quelque chose en moi qui me disait non, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Il y avait quelque chose qui m'empêchait d'y aller. Et plus j'avançais, plus j'arrivais vers le cabinet médical, plus il y avait ce sentiment de il fallait pas, fous le camp, fous le camp. Et finalement, j'abrège dialogue avec le médecin. Et je dis oui, écoutez, merci docteur, j'ai bien compris vos explications. Je reviendrai, je vous ferai savoir ma décision, etc. Puis je suis rentré à la maison. J'ai dit à ma femme, écoute, non, c'est pas possible parce que de toute façon, c'est pas remboursé par la caisse maladie. Et puis c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Bon. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, à l'époque, j'ai pas compris pourquoi cette force m'empêchait de me faire vasectomiser. Mais 20 ans plus tard, les enfants sont majeurs et on divorce. Et là, je rencontre une femme plus jeune que moi, qui un jour me dit, tu sais, je suis un peu embêté parce qu'il y a un truc qui me chagrine, c'est que, tu sais, je suis quand même plus jeune que toi, et puis toi, tu as déjà 3 enfants, et moi, j'en voudrais bien, et puis j'ose pas te demander ça, parce que je sais que tu as 3 enfants. J'ai dit, mais écoute, mes enfants, ils sont majeurs, moi j'ai 50 ans, je suis en pleine forme, pas de problème, ça me fera très plaisir d'avoir des enfants avec toi. Et donc, on a eu 2 enfants merveilleux, qui sont aujourd'hui même majeurs. Et là, j'ai compris. J'ai dit, voilà, lui, là, il savait que là-haut, il y avait un contrat d'un 2e mariage et que je devais avoir des enfants et que donc, il ne fallait surtout pas que j'aille me faire bricoler là où il ne fallait pas. D'accord ? Donc, c'est quand même assez dingue. Et donc, il a tout fait pour que ce contrat se réalise. Voilà. Alors, un truc que j'ai appris au Monroe, que j'aime beaucoup, c'est que ce fameux moi intérieur, ils lui ont donné un nom. C'est Ish, le Inner Self-Helper. Le sauveteur, son propre sauveteur intérieur. Parce qu'il est toujours là, toujours bienveillant, et il nous rend service sans arrêt. Et pour tout, hein, dans tous les domaines. Moi, pardon ? Ah, plus on est haut, plus ça marche. Hein. Mais en 21, pour moi, c'est le meilleur. Ok, voilà. Donc j'ai fini et je conclus. 3 choses essentielles à retenir. La première, c'est que dans le vide quantique, l'akasha, les fréquences, les vibratoires, les niveaux de conscience et l'information ne font qu'un, et sont conjugués, disons. Les 3 paramètres sont conjugués les uns avec les autres. Lors de notre incarnation, des corrélations fortes se sont établies au niveau subatomique qui ont intriqué l'esprit et le corps, qui sont constitués des mêmes particules, ondes dans le moi énergétique et corpuscules dans le corps physique. Et pour élever notre niveau de conscience, il convient donc de faire en sorte d'accéder à plus d'informations akashiques, en améliorant son ADN sur le plan physique et en communiquant le plus possible avec son moi intérieur qui est vraiment merveilleux. Voilà, alors en conclusion,
j'aimerais partager avec vous une image. C'est la plus belle définition que j'ai jamais vue du sens de la vie. Et c'est pas un grand sage, c'est pas un maître spirituel, ni un homme très instruit qui l'a fait, c'est un aborigène d'Australie. Nous sommes tous des visiteurs à ce moment et à cet endroit. Nous sommes juste de passage. Notre but ici est d'observer, d'apprendre, de grandir, d'aimer, puis nous rentrons chez nous. Voilà, j'ai fini. Et si ça vous intéresse, vous avez mon bouquin. Je l'ai... Merci. 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 Donc je l'ai écrit sous la forme d'un roman, mais en fait c'est autobiographique, c'est en fait l'addition de toutes mes recherches, mes expériences, de mes rencontres, de mes synchronicités, etc., qui m'ont amené à avoir compris ce que j'ai partagé avec vous. Mais je vous rappelle, ce n'est pas obligatoirement la vérité. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Ok, merci Jean. On peut l'applaudir, je crois.